Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue pour notre 4e séquence de cette web-série consacrée à notre romancier belge, wallon, Armel Job. Bonjour Armel Job. Bonjour. Alors dans les précédentes émissions, vous nous avez parlé de votre cheminement, vous nous avez parlé de cet art de raconter des histoires et de raconter des histoires qui se passent tout près de chez nous, avec des personnages ordinaires. Et je vous propose de nous approcher d'un peu plus près de tous ces personnages attachants que vous mettez en scène et qui sont comme des portraits de nos voisins, de nous-mêmes peut-être. Alors je dirais que vos personnages, ils m'apparaissent comme des anti-héros. Alors comprenez bien, ce n'est absolument pas négatif, c'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui échappent à la mort miraculeusement, qui parviennent à mettre à terre 6 personnes en étant eux-mêmes assez chétifs. Ce sont des personnages tout à fait banals. Il n'y a pas de manichéisme, c'est-à-dire que chez vous, il n'y a personne qui est vraiment tout à fait blanc, c'est-à-dire irréprochable, les chevaliers blancs comme on appelle aujourd'hui, ni tout à fait noir, c'est-à-dire de parfaits salauds. Et j'avais suggéré que pour le titre de cette émission, nous parlions des âmes grises de Philippe Claudel, autre très grand romancier avec lequel vous avez parfois quelques chemins communs. Dans vos livres, il est question de meurtre, il est question de mort, il est question de disparition, et donc dans ces cas-là, on est proche du polar, et on se dit, mais qui est le suspect? Qui a pu tuer? Et on se rend compte qu'à ce moment-là, et pratiquement dans chacun de vos ouvrages, il y a un jeu d'apparence. Il y a celui qui apparaît comme étant le coupable idéal, celui pour lequel on ne doit même pas chercher, parce que comme Nioul, au moment de l'affaire Dutroux, comme on dit, il a la gueule de l'emploi, hein, il a une mauvaise vie, ou bien il passait là au bon moment ou au mauvais moment, et c'est jamais comme ça. Et j'avais envie de dire, pour convoquer un autre de vos confrères, Éric Emmanuel Schmitt, est-ce que vous n'êtes pas un peu cet homme qui voit à travers des visages? J'aimerais bien. Oui, ben, je pense que tous les humains ont en eux du bien et du mal. On a tous cette part d'ombre et d'obscurité. Tout à fait, oui. Je pense que la pire opinion qu'on puisse avoir de soi-même, c'est de s'imaginer que nous n'avons pas part au mal. Moi, je suis quelqu'un d'extérieur à tout ce qui se fait de mal. Ma vie est honnête, elle est pure, elle est dégagée de tout mal. Moi, je pense que si on est sincère et honnête, on sait très bien qu'on n'est pas comme ça et que nous participons tous d'une manière ou d'une autre au mal. Je suis très attaché à un grand écrivain que j'ai lu dans ma jeunesse et que je lis encore aujourd'hui, qui est Dostoïevski. Et Dostoïevski a eu cette formule dans Les Frères Karamazov, il dit « Nous sommes tous coupables, moi d'abord et peut-être plus que tous les autres ». Donc ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'essaie de montrer à travers mes romans que finalement personne n'est jamais totalement irréprochable. Bien entendu, nous ne sommes pas tous, nous ne sommes pas des criminels. Encore que, il faut se méfier de cela. Je me suis intéressé à cette question dans mon roman « Je serai toujours avec toi », dans lequel il y a un criminel de guerre. Et ce criminel, à travers tout le roman, c'est un criminel croate, donc de la guerre de Yougoslavie. Ce criminel, à travers toute la première partie du roman, c'est l'homme le plus sympathique que l'on puisse rencontrer. Et c'est un homme plein de bons sentiments, c'est un homme généreux, c'est un homme qui suscite à juste titre l'amour de la femme qu'il rencontre. Et pourtant, on va découvrir que cet homme a été coupable de meurtre en série pendant la guerre de Yougoslavie. Et nous pouvons évidemment nous référer à Hannah Arendt, par exemple, dans son livre « Eichmann à Jérusalem », où elle a développé cette théorie de la banalité du mal. On s'imagine que le mal ne peut être commis que par des monstres.
Mais si la Shoah avait dû être exécutée par des monstres, on n'aurait jamais pu recruter suffisamment de monstres pour exécuter cette terrible et sinistre opération. Donc, ce sont des gens ordinaires, comme Eichmann, qui, aux yeux d'Hannah Arendt, qui suit son procès à Jérusalem dans les années 60, c'est des gens d'une banalité totale, le brave fonctionnaire que sa femme aimait beaucoup, qui fait danser ses enfants sur ses genoux le soir après sa rude journée de travail. Ce sont ces gens-là qui ont commis des crimes épouvantables. Et ça, je crois, évidemment sans aller jusqu'à ces excès, mais je crois que c'est la source d'une réflexion importante quand on essaie de comprendre comment les hommes, comment les êtres humains vivent. Je crois que la possibilité du mal est en chacun d'entre nous. Et je pense qu'elle est d'autant plus dangereuse pour chacun d'entre nous, d'autant plus que nous voulons la nier en nous. Et par le roman, en montrant comment des personnes tout à fait ordinaires, des personnes que nous pouvons croiser dans notre rue, comment ces gens ont pu, à un certain moment, basculer. Je crois que peut-être on adresse une leçon à chacun des lecteurs, à chacun d'entre nous, et aux romanciers, pour commencer, bien entendu. Dans le fond, nous devons nous méfier de nous-mêmes. Plus nous nous méfions de nous-mêmes, plus je pense que nous nous ménageons la chance d'échapper à trop de mal. Dans le fond, quand on vous suit de livre en livre, la leçon qui vient, c'est presque il n'y a pas de monstre au sens exceptionnel ou à l'inverse, on est tous potentiellement dans le monstrueux aussi. Mais est-ce que ça ne va pas à l'encontre de l'ère du temps, où on a tendance à catégoriser, il y a les chevaliers blancs d'un côté, il y a les monstres de l'autre, et le tout, l'axe du bien et du mal, hein, comme disait Bush, et le tout, c'est d'être du bon côté de la ligne, ce qui me permet de juger les autres. Oui, bien sûr, c'est une manière très schématique de se représenter les choses, très manichéenne, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais je crois que si nous adhérons à cette manière de voir le monde, nous nous abusons totalement. C'est trop facile de se poser en chevalier blanc, avec les gants impeccables, qui n'a rien à voir avec le mal. C'est trop facile de reporter toujours la faute sur les autres. On mobilise tellement facilement les gens pour sortir des pancartes, pour s'en prendre à telle ou telle personne qui sans doute ne s'est pas bien comportée. Mais est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas pris part au mal? Je crois que Dostoïevski disait aussi qu'il était inévitable que nous jugions les autres. Mais il disait juge tout en sachant que toi-même, tu n'es pas totalement innocent. Dans ce cas-là, tu peux juger, mais c'est parce que tu sais que toi-même, tu n'es pas totalement innocent. Et il y a, puisque je parle de, ça me vient à l'esprit, puisqu'on parle de Dostoïevski, dans ce roman, Les Possédés, il y a un personnage absolument épouvantable qui s'appelle Stavrogin, qui a tué une petite fille. C'est un crime épouvantable, avec un aspect sexuel en plus, et il est torturé par le remords. Il va trouver un de ces prêtres orthodoxes qui passent pour des sages, qui s'appelle Tikhon. Il va le voir pour essayer de se confesser. Et il y a là une scène absolument extraordinaire, je crois, qui montre tout le génie de Dostoïevski. C'est qu'au moment où il demande à Tikhon s'il peut lui confesser son crime, Tikhon lui dit « D'accord, mais à une condition, c'est que tu entendes d'abord ma propre confession. » Et ça, je crois que pour moi, c'est évidemment, c'est l'essence même de l'œuvre de Dostoïevski. Je ne suis pas du tout Dostoïevski, mais c'est quelque chose, c'est une ligne dans laquelle j'essaie de m'inscrire. On n'est jamais totalement innocent. Et c'est dans la mesure où on a conscience qu'on n'est pas totalement innocent
qu'on peut peut-être comprendre les autres. Et en même temps, je dirais, il y a une grande différence entre vous et Dostoïevski qui ne tient pas à la qualité de l'écriture, mais au fait que chez vous, la culpabilité dont vous avez parlé, ce n'est pas une culpabilité morbide, c'est simplement une reconnaissance de ce que l'on peut faire le mal, mais ce n'est pas une culpabilisation et surtout pas une culpabilisation religieuse. Tout à fait. Puisque vous mettez en scène, mais alors là avec, je trouve, beaucoup de légèreté et même de clin d'œil, et dans un de vos derniers livres, les 7 histoires pas très catholiques, qui sont un recueil de nouvelles tout à fait extraordinaire, on a là des personnages récurrents qui essayent d'échapper, qui ruent dans les brancards d'une religion qui n'est plus celle d'aujourd'hui, quoique, parfois, mais qui en tout cas a eu quand même vraiment tendance à appuyer sur ce ressort malsain de la culpabilisation. Oui, tout à fait. Oui, là, vous avez tout à fait raison de bien mettre à part l'œuvre de Dostoïevski, qui est marquée par cette culpabilité religieuse. Bien sûr, oui, mais bien sûr, ce n'est pas ma manière d'aborder cette question-là. Non, pas du tout. Non. Merci Armel Job, et puis que tout ça vous donne envie de vous replonger ou de vous plonger, si vous ne l'avez pas encore fait, dans ces magnifiques romans. Merci de nous avoir suivis, puis on vous fixe rendez-vous pour une prochaine séquence qui sera tout entière consacrée au travail, peut-être, de l'écrivain. Merci, à bientôt.